Chapitre 22. Le goût sucré d'un grain de raisin. 1er janvier 1937. Baie de Jersey. New York est désormais un écho qui disparaît à l'arrière de notre petit bateau. Je pleure de joie, de rage, de vivre. Je suis en train de tenir la promesse que j'avais faite à ma mère. Je rends hommage à mon père en me dirigeant vers sa terre natale. Je me suis battue pour survivre, puis pour vivre libre. Une seule personne me manquera à New York, mon client le plus fidèle, le fantasque professeur Dave Reknox. Je me souviens très bien de la nuit où il est apparu, poussant les portes du Borderline un soir de pleine lune. La veille, j'avais été violée par Sean. Traumatisée, épuisée, prête à baisser les armes. Les images reviennent. Nous sommes en août 1933. Le lupanar baigne dans une chaleur étouffante. Le ciel rouge et la foudre tournoient au-dessus de nos têtes. Un homme portant un long manteau apparaît, sans sourciller, ni se dévêtir. Il se ferait un chemin parmi les hôtesses. Il se poste devant moi, retire son haut de forme, pose son pardessus sur le bras. « Madame, si vous souhaitiez m'accompagner, j'en serais honoré. » Mi-écossais, mi-indien, cet astrophysicien cocaïnomane passionné d'alchimie et d'expériences occultes passe la nuit à mes côtés à converser, sans me toucher ou presque. Monté sur une paire de jambes immenses, habillé d'un kilt, le corps longiligne du professeur est encadré de 2 longs bras aux muscles saillants. Son visage de peau rouge se perd sous une immense barbe rousse. Les tatouages qui recouvrent son corps et les quelques plumes plantées dans sa tignasse ponctuent l'apparence loufoque de ce gentleman hors du commun. Il devient mon client le plus régulier. Me concernant, sa seule perversion consistait à plonger des grains de raisin dans mon vagin, que je contractais à sa demande. Il les récupérait dans une soucoupe en argent, puis démarrait ses confessions et ses délires. Il se délectait de cet étrange mets qu'il disait vitalisant. Il me nommait sa lune blanche, lui, le rouquin flamboyant, qui devint rapidement mon soleil. D'une certaine manière, je lui dois un peu la vie. Il a soufflé sur la braise de mon feu intérieur, cette petite lueur d'espoir qui, parfois, était si loin, seule dans le noir glacial. Embué d'opium et d'autres psychotropes puissants, j'écoute ses récits de voyages ésotériques. C'est un puits de culture. Je me noie dans ses paroles. Je plane au sein de nuages de mots, d'idées, de philosophie. Ce que je n'aurais pas appris à l'école, il me le transmet au quintuple. Tantôt frère, tantôt père, tantôt amant. Il entretient avec moi une relation que je ne saurais qualifier. Mais aucun vice, aucune malice. Il me nourrit, il ne me conditionne pas. Pour la première fois de ma vie, je n'ai aucun doute sur un homme, aussi fantasque soit-il. Mais je ne l'ai toutefois pas prévenu que nous allions partir. Par lâcheté, par prudence. Mon cœur me dicte de ne pas l'inclure dans notre plan, et je ne voudrais pas le contrarier. Il a lui aussi un destin tout tracé. Son objectif est de rassembler des personnes de bonne volonté pour remettre l'humanité sur les chemins du progrès. Il ne parle pas des évolutions industrielles qu'il exècre. Il est effrayé par la transformation de notre civilisation. Le totalitarisme rampant en Europe et en Russie, les peuples asiatiques écrasés, la pensée linéaire et absurde des dirigeants américains. Lui, l'Indien rouquin, rêve de progrès social et d'une humanité en paix avec la nature. Il se dit prêt à mourir pour sa cause. Pour cela, je vous ai dit qu'il était fou. Il s'est mis en quête de la pierre philosophale. Il allait lui falloir des moyens et une touche de magie pour faire aboutir ses plans. Parfois, lorsqu'il s'endormait à mes côtés, il se réveillait effrayé en hurlant. Il avait vu l'après, des hommes en train de brûler leur maison, de se perdre dans leur superstition, leur égoïsme et l'obscurantisme. S'il sait que le temps lui manquera pour venir à bout de la pauvreté d'esprit, il compte bien préserver la maison de l'homme, car, dit-il, les enfants malades ont tous le droit à un toit. Nous sommes argent et or, le soleil et la lune, et nous serons le levain.
Dans nos sillons naîtra la vivante flamme qui donnera ses plus beaux fruits. Nous serons alors arrosés d'une lumière ardente qui fera taire les gémissements de la nature. Il me faut pour cela trouver la pierre. Le vent la portera dans son ventre. Et la brise murmure, Anita. Elle vient caresser vos rideaux au printemps et nous rafraîchir l'été. Elle va venir nous chercher. Il était délicieusement fou.